Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Bonsoir à tous en ce vendredi 24 décembre. Et oui, c'est bientôt Noël sur Sud Radio et la dernière émission, on va dire, Sud Radio Rugby juste avant le réveillon. Eh bien, c'est un grand bilan de cette année 2021 du 15 de France. Beaucoup de choses à dire et des consultants évidemment qui nous ont suivis toute la saison avec évidemment Daniel Herro. Salut Daniel. Amis du soir, bonsoir, amis de Sud Radio, je vous salue évidemment bien. Salut Julien Thomas. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et puis bonne fête à tout le monde bien sûr. Et bien sûr, et bonsoir Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut messieurs, bon réveillon à tous. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir sur l'année des Bleus, sur l'année 2021, je précise, du tournoi Destination, et bien jusqu'à ces tests de novembre qui nous ont fait plaisir. On va vraiment parcourir de long en large cette saison, évoquer ce qui a été, puisqu'il n'a pas été aussi dans cette équipe du 15 de France. D'abord quelques chiffres comme ça là pour vous qui nous suivez sur Sud Radio, pour vous rafraîchir aussi un peu la mémoire, même peut-être que vous en avez pas besoin. Cette année, le 15 de France, c'est 7 victoires et 4 défaites, 74% de succès et une première victoire contre les Blacks. Elle est intervenue au niveau de l'automne. C'était une première depuis 2009. On a été deuxième du tournoi des 6 nations. D'abord, un mot, messieurs, pour qualifier l'année des Bleus. Chacun choisissait un mot et on en discute rapidement après. Daniel, tiens, je te laisse commencer. Un mot pour qualifier l'année du 15 de France. Je la mettrai dans la catégorie des enthousiasmantes. Pourquoi enthousiasmante ? Enthousiasmante, ça veut dire quand même qu'elle a généré presque de façon chronologique à toute étape de cette saison, l'équipe nationale de rugby français a généré plutôt de la générosité, plutôt beaucoup de vigueur. Elle a aussi généré un esprit assez créatif. Et elle a, sur l'ensemble, dégagé comme ça un fort courant de sympathie autour d'une allure de fond qui est, à mon sens, ce que j'appellerais l'enthousiasme, ce mélange de générosité, panache, courage, solidarité. C'est un peu autour de ça que l'équipe de France me semble s'être installée dans le panorama du rugby international dans cette saison. Après, sur les contenus, sur le fond, sur le jeu lui-même, même sur les hommes, évidemment, il y a un... Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Donc, tu choisis le terme enthousiasmant. Ouais. Julien Thomas, quel est ton choix ? Quel est ton mot choisi pour ce bilan du 15 de France ? Le mot, c'est palpitante. Palpitante du fait que on l'a vu parfois dans le tournoi Destination, on en reparlera avec des défaites, mais à la fois de courtes défaites dans les défaites de match. Palpitante comme cette dernière tournée d'automne en apothéose qu'elle a fini avec les Blacks. Donc c'était quand même une équipe de France qui on voulait y revenir pour voir ce qu'elle donnait. Et à chaque fois, elle a su y répondre. Donc chaque match était palpitant pour moi. Et puis on en discutera après sur tous les matchs, bien sûr, et sur les tournées, mais le mot est palpitante. Ouais. Palpitante. Équipe de France palpitante. Philippe Spanghero, à toi maintenant de choisir un mot, tiens. Convaincante. Il n'y a que du positif, messieurs, c'est très bien, on va avoir le plaisir d'en parler. Pourquoi convaincante ? Sans rentrer trop dans le détail, Philippe. Convaincante parce qu'on l'a attendu à des moments clés. D'abord sur ce tournoi sur lequel on reviendra, puis cette tournée d'été où on promettait l'enfer à cette équipe très remaniée avec 22 nouveaux joueurs sur 42 et le résultat qu'on connaît avec en effet une victoire et 2 défaites, mais dans le contenu des choses très intéressantes, des joueurs qui se sont révélés, qui ont été ensuite qui ont confirmé lors de la tournée d'automne, et puis ce match en apothéose contre les All Blacks qu'on attendait pour pouvoir se jauger sur l'échiquier mondial. Donc, on a quelques certitudes, je crois, du côté français à l'issue de cette année 2021. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi le mot convaincant pour cette saison qu'on a vécue. Alors, une saison enthousiasmante, un 15 de France convaincant, une équipe palpitante. Voilà les termes choisis par nos consultants. Et on attaque par ce tournoi des 6 nations qu'on a terminé plutôt sur un classement intéressant quand même. Quand on prend le classement de ce tournoi des 6 nations, l'équipe de France à la 2e place. C'est quand même quelque chose de plutôt, je pense, très très positif. Et ça avait plutôt bien commencé pour les Bleus. Un déplacement du côté de
de l'Italie, avec forcément pas beaucoup de challenge, hein, et cette victoire 50-10 du côté de Rome. Ensuite, il y a un succès en Irlande qu'on peut qualifier de quasi historique, en tout cas de très marquant, 15-13. Ça avait quand même très très bien commencé, hein, ce tournoi destination. Et il y a un petit coup d'arrêt avec ce revers en Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez toujours frais dans les esprits, ce revers 23-20. Parce que la sensation d'être en mesure d'aller gagner à Twickenham est rare. Et elle nous a échappé d'un rien finalement, Julien. Ce revers à Twickenham, il fait un petit peu mal quand même aux Bleus parce que déjà, il enlève quand même l'idée d'un potentiel grand chelem, alors qu'on commençait à en parler. Et c'est surtout une équipe de France qui était quand même qui était rentrée dans ce tournoi avec 2 victoires, l'Italie avec un grand score, l'Irlande bien sûr, et tu vas en Angleterre où c'est vraiment l'obstacle suprême de ce tournoi destination, que les roast beef comme on appelle, et que vraiment c'est le grand match de ce tournoi. Tu mènes à la 75e et tu prends un essai de Itoje. Tu mènes à la 75e, tu es dans le match. Et puis, mais ça, c'est un peu les mots qu'a eu cette équipe de France un peu dans cette année 2021, ces fins de match, ce caractère qu'elle n'arrivait pas peut-être à tuer à la fin, à tenir, et qu'elle a réussi peut-être en apothéose face aux Blacks à maintenir le score, à gagner. Et on l'a vu pendant le tournoi, et puis ça s'est rectifié. Donc, c'était une équipe de France en construction, bien sûr, mais ce côté psychologique et mental, notamment à l'extérieur, en Angleterre, ça s'est démontré, et on en parlera après, peut-être face à l'Écosse aussi. Oui, effectivement. Donc, il y a ce revers, 23-20 en Angleterre, et cet essai d'Itoje transformé par Farrell. Vient ensuite la venue, tout simplement, du Pays de Galles au Stade de France. Et là, c'est un moment très fort. Et déjà, d'ailleurs, écoutez, c'était avant la rencontre, un certain Wayne Pivac, le sélectionneur néo-zélandais des Gallois, sélectionneur du Pays de Galles, qui évoque un certain Antoine Dupont. Écoutez-le. And just finally, I guess a question that a lot of coaches ask themselves, but how do you stop Antoine Dupont? Une dernière question, une question que beaucoup de coachs doivent se poser. Comment comptez-vous stopper Antoine Dupont? C'est une très bonne question, c'est un sacré joueur, n'est-ce pas? Je dirais qu'il faut juste ne pas se focaliser sur un seul joueur, mais défendre collectivement. On a un bon système. Il faudra faire attention aux qualités qu'ils ont autour des rucks, bien communiquer. Mais c'est une certitude, Antoine Dupont est un joueur de classe mondiale, il n'y a aucun doute. Un match quand même passionnant, 17 partout à la pause, on va en parler Daniel, mais on va revivre surtout le best-of de ce match concocté par Bastien Malric. Le best-of de France, Pays de Galles, c'était le 20 mars 2021. Nous sommes très satisfaits. Il y a 3 contre 2 très intéressant avec Jérémy Vakatawa. Vakatawa qui peut donner l'après-contact. Ah, Teddy Thomas, peut-être pour l'essai, oui. L'essai d'Antoine Dupont. Oh, qu'il est beau cet essai, marqué par Antoine Dupont. J'espère qu'on a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire à ces millions de supporters. Ah mais alors, super, elle est belle cette course de Figo pour Vakatawa. L'essai de Dupont. Qui est allé derrière le doublé. Un des objectifs de l'équipe ce soir, c'était donner du sourire, donner un peu de plaisir, si possible, à tous les gens qui étaient devant le poste de télévision. C'est pas ballon cadeau, attention, Teddy Thomas par-dessus. Oh, incroyable. Oh, il va le marquer. Oh, ce numéro d'acrobatre de Teddy Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a humilié. Il a juste humilié son adversaire, Teddy Thomas. Et voilà, encore une fois, c'est le collectif qui en est sorti grandi. Et je pense que voilà, on a repris les choses par le bon bout. On s'est pas affolé, on est resté calme, serein. Une victoire 32-30, très serrée, pleine d'émotions, avec plein de rebondissements, Daniel. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je ne mets pas en doute ta mémoire, loin de là. Mais c'est vrai qu'on avait vécu de sacrées émotions au Stade de France. Oui, alors les émotions, quand même, vont accompagner tout le trajet du 15 de France, parce que la dramaturgie a été permanente. Le palpitant, comme dirait Julien, a été en permanence sollicité. Rappelons que nous avions battu, avant ce match contre le Pays de Galles, nous avions battu les Irlandais, mais de 2 points dans un match pathétique, que les Anglais nous avaient fait à la fois souffrir. On avait arraché une victoire
Ils avaient arraché contre nous une victoire quasiment miraculeuse, mais de 2-3 points. Et on reçoit les Gallois au Stade de France. Et on voit bien que les Gallois viennent à Paris pour jouer le Grand Chelem. Le match a une densité considérable pour ce 15 du Pays de Galles. Ils jouent le Grand Chelem. Et pour les Français, on sent bien aussi qu'il est peut-être le sommet du tournoi, puisque les Anglais sont à ce moment-là en 4e position et les Français sont aussi en situation peut-être de faire un Grand Chelem. Mais le match, honnêtement, il va être beau. Celui-là, il est beau parce qu'on sort de 2-3 matchs précédents où le concept de dépossession, c'est-à-dire une façon de jouer, d'occuper le terrain, de construire un projet de jeu à partir de l'occupation territoriale, à partir d'une gestion des énergies ou de la santé, qui nous avait laissé un peu sur l'expectative, qui avait donné des performances alternatives. Et là, contre le Pays de Galles, honnêtement, le match est beau. Le match, il est plein, les Français jouent, la construction est assez générale, les Gallois sont morts de faim, sauvages et en même temps extrêmement constructeurs, ils restent très offensifs, le match a de la qualité, les Français vont l'arracher quand même à la dernière seconde, rappelons-le, parce que ce match va laisser un peu des doutes, à la fois pour le prolongement de ce tournoi. Les Français, à la dernière seconde, par Brice Lulin, viennent arracher une victoire aux limites du miraculeux. Elle n'est pas volée, mais les Gallois auraient tout autant mérité. Et on voit bien qu'il n'y a pas de dans les matchs que nous venons de voir, contre le Pays de Galles, c'est pas, j'allais dire, la grande maîtrise sur l'adversaire, c'est très très équilibré. Là, quelques temps avant, contre l'Angleterre, ça avait été arraché de justesse, ça avait été perdu de justesse, et contre les Irlandais, ça avait été perdu de justesse. Nous étions dans la période où on gagnait quand même après le pathétique et le dramatique. Effectivement, et ce succès 32-30 du côté du Stade de France. Sauf qu'après, il y a une défaite face à l'Écosse qui nous a fait beaucoup de mal, Daniel. En quelques secondes, comment expliquer cette défaite face à l'Écosse, ce moment d'aller chercher peut-être quelque chose, nous butâmes, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Oui. Ouais, alors bon, on va jouer les Écossais pour le dernier match. Ce ne sont pas a priori les adversaires les plus redoutables, mais on sait qu'ils sont titulaires probablement du jeu peut-être le plus élaboré, qu'ils ont un talent offensif jusqu'à la dernière seconde, qui ne baissent jamais les yeux, qui seront des adversaires pénibles, que l'année d'avant, ça avait été aussi contre eux extrêmement délicat, et que là, ils viennent. Le dernier match, a priori, la France joue quand même encore l'hypothèse de gagner le tournoi. Elle est encore en cette possibilité-là. Elle a cette chance. Si elle bat les... Voilà, elle a cette chance non plus de faire le Grand Chelem, mais de gagner le tournoi. Et va-t-en voir que là, nous allons vivre un match de qualité, mais où l'adversaire écossais joue mieux que nous sur l'ensemble. Les Écossais produisent un rugby intéressant. Les Français ne sont pas quand même dans la grande aisance. Ils sont pas insuffisants, ils ne sont pas en dessous, mais ils ne sont pas non plus dans la grande maîtrise. Et puis là, il va se passer un événement qui me semble, moi, presque à prendre en considération sur l'ensemble de la saison, parce qu'il va se reproduire 2 ou 3 fois de façon décisive et qui pourrait mettre, non pas un bémol, mais il pourrait mettre une interrogation un peu étrange, l'incroyable bévue. Il va venir dans ce dernier match, l'incroyable bévue à la dernière seconde, celle qui va donner aux Écossais la victoire, qui va faire rétrograder la France à la 2e place du tournoi et qui va nous mettre non pas dans le ventre mou du tournoi. On va être avec les Écossais et les Irlandais et les Français, 3 équipes qui se tiennent quasiment dans un mouchoir de chaud. L'incroyable bévue nous interroge: comment allons-nous pouvoir perdre un match qui s'offrait à nous dans des conditions un peu particulières. Psychologiquement, on ne comprendra pas très bien. On n'a toujours pas bien la réponse. Que s'est-il passé dans la tête de Dulin, qui venait 8 jours avant d'offrir à la France contre le Pays de Galles un essai à la dernière seconde et donc une victoire remarquable, et qui va offrir à la France la route vers la déception, puisqu'à la 81e minute, titulaire de la balle, il suffisait de l'envoyer en touche. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Brice Lulin va essayer de lancer le contre-attaque. À la sortie des Écossais, récupère la balle et marque effectivement. Et ce n'est pas un drame, mais c'est une interrogation à la fois sur le panache potentiel, sur le manque de lucidité, sur la jovialité créatrice, tu vois, tous ces paramètres. Mais je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, on avait posé la question à Fabien Galtier, ce qu'il avait pensé de ce tournoi, dès l'issue de ce match. Écoutez sa réponse. Toutes les confrontations ont été des confrontations qui ont été très, très disputées, en fait. Très intenses, si vous regardez les écarts de points. Ça se joue, et souvent à la dernière action. Les matchs que nous avons joués, mis à part l'Italie,
si vous regardez les scénarios des matchs, ils ont basculé quasiment dans les 5 dernières minutes tous, voire sur la dernière action, comme vous avez pu le vivre à plusieurs reprises. Et donc ce revers qui nous amène à cette deuxième place du tournoi des destinations. On revient dans un instant sur Sud Radio. On continue de faire le bilan de cette année 2021 du 15 de France avec la tournée en Australie. Est-ce qu'elle fut intéressante? Et puis on se projettera vers des tests de novembre. Plein de promesses. À tout de suite. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Sud Radio Rugby, c'est le bilan de l'année 2021 du 15 de France avec nos consultants Daniel Herrero, Julien Thomas, Philippe Spanghero. On vient d'évoquer ce tournoi destination qui s'est quand même terminé sur un goût amer qui a peut-être été prolongé jusqu'à cette tournée d'été où on est allé en Australie. Il y a eu des défaites très difficiles à encaisser, Philippe Spanghero, avec ses défaites en Australie 33-30, 23-21 et la victoire 28-26. Elles sont toujours sur des fins de match. On a l'impression que ces fins de match ont suivi quand même la saison des Bleus et cette tournée en Australie, on l'évoquera ensuite, elle était avec beaucoup d'absents et beaucoup de turnover. Mais d'abord, entre cette fin de tournoi et ce début de tournée d'été, Philippe Spanghero, c'est vrai que ces fins de match, elles nous laissent quand même un goût amer. Oui, bien sûr, elles nous laissent un goût amer, parce qu'on l'a dit, c'est des scénarios qui nous ont fait mal au classement dans le tournoi. Alors, il y avait ce qui est intéressant avec cette équipe et la bévue dont on a parlé sur l'Écosse et cette dernière action de Brice Dulin, c'était cette volonté de produire, mais à l'excès, avec une forme de naïveté. Donc cette équipe, on sent, on y reviendra après avec cette montée en puissance et cette tournée d'automne qu'elle a mûri par rapport à ses fins de match. Mais toujours est-il qu'en Australie, le bilan aurait pu être plus positif et c'est encore ces fins de match qui nous ont posé problème avec une équipe de France très remaniée, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais 22 joueurs fêtaient leur première sélection en équipe de France lors de cette tournée. On le répète, c'est toujours une période particulière parce que on arrive en fin de saison avec des joueurs un peu rincés et on prend les équipes du Sud qui sont au top de leur préparation et au meilleur moment de leur saison. Donc c'était un vrai test pour cette équipe de France et il y a vraiment des choses très positives là pour le coup à retirer de cette tournée sur l'éclosion de joueurs. On peut noter le leadership qu'a su prendre Anthony Gelon. Et c'est vrai, oui, le leadership d'Anthony Gelon, tu as raison de le dire, et la révélation Jaminet aussi, qui n'avait jamais fait une minute en top 14, Julien Thomas quand même, Jaminet, Gelon, voilà. Là, on a un duo de joueurs qui ont pris leur galon en fait en Australie. Et en Australie, bien sûr, je la vois pas comme vraiment une tournée négative, malgré sur 3 matchs 2 défaites, mais de très peu. Pour moi, c'est du positif. Le fait que tu n'as pas quand même les finalistes du top 14, que ça soit une révélation sur certains joueurs justement qui ont eu leur chance dans cette équipe de France et qui se sont révélés dès le Gelon, Jaminet, Lucu, mais honnêtement, même un Baptiste Couillou qui était à la mêlée et qui a su être omniprésent et qui a été même, il me semble, capitaine sur un match. Le second test a été gagné par l'équipe de France 1 sur 3 et les défaites n'ont pas été quand même des défaites avec un très large score, donc très encourageante. J'aime pas dire ça, mais c'est quand même avec un groupe remanié comparé à ce qu'on avait pu voir dans le tournoi Destination. En revanche, c'est le petit bémol, c'est le dernier match. Le dernier match, les Australiens qui prennent ce carton rouge il me semble 5 minutes en début de match, ils jouent à 14 pendant 75 minutes et que tu n'arrives pas à gagner et que tu perds 33-30 de 3 points, et c'est là où il y a une petite défaillance, peut-être il faut tuer les matchs quand tu es à 15. Et on arrive donc à cet automne avec ces mêmes hommes, Gelon, Flamand donc qui découvre l'équipe de France, Jaminet, voilà ces joueurs qui ont marqué cet automne avec ce programme qui était quand même copieux, Argentine, Géorgie, Nouvelle-Zélande. On conviendra que l'Argentine et la Géorgie nous ont laissé un goût d'inachevé et on ne pouvait pas imaginer ce qui allait arriver avant la Nouvelle-Zélande et ce match face aux All Blacks avant de rentrer dans cette rencontre. Je vous propose d'écouter Fabien Galtier qui évoque notamment une des révélations, c'est Thibaut Flamand, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Thibaut Flamand, tout simplement, il rentre dans le vestiaire de par ses performances, il vient chercher son maillot parce qu'il va vite, il performe avec le Stade Toulousain, il a commencé déjà à performer avec les Wasps,
avec un parcours atypique. Je pense que vous avez étudié son parcours et il continue à imposer son talent, sa présence aux entraînements, dans le quotidien. C'est un joueur qui est venu chercher son maillot, comme on le dit, dans le vestiaire. Il est venu prendre son maillot, comme on le dit. C'est vrai, rapidement, Daniel, avant de revenir sur le best-of de ce France All Black, on va prendre le temps de l'écouter. Mais Thibaut Flamand, c'est une révélation, à ton avis, Daniel? Oui, alors, autour de Thibaut Flamand, il y aurait 2 ou 3 petits trucs à dire. Je me permets de revenir sur quand même cette tournée, la tournée estivale, je dirais, en Australie, où il y a ces 3 matchs qui se tiennent au fil. Peut-être l'incident majeur, c'est autour du premier match. On a une équipe de France dont on ne sait pas quel est son niveau. On ne sait pas si c'est la 1, si c'est la 2, si c'est la 3 ou peut-être même la 4. Il y a un tel mélange de joueurs que les Français vont déployer une énergie, une solidarité, un appétit de combat remarquablissime qui fait que le premier match, ils doivent gagner. Il y a la deuxième bévue considérable, tu vois, de Melvin Jaminet qui va s'annoncer comme un joueur exceptionnel pendant cette tournée, mais qui, à la dernière minute, a un ballon de victoire, un ballon totalement de victoire, et puis il le laisse échapper. L'Australien revient, nous marque l'essai, les Australiens gagnent le premier match, la France va arracher le deuxième, elle va encore se faire arracher le troisième. À la sortie, on continue comme ça depuis maintenant 1 an, enfin l'année écoulée, à se faire arracher des matchs à la dernière seconde et à les arracher à la dernière seconde. Et on arrive à cet automne, et on arrive à Flamand à la limite. Le premier match, il continue à être dans cette perspective. On joue contre l'Argentine, on pense que ça sera pas si difficile que ça, et à la sortie, ça va être rude jusqu'à 3 minutes de la fin. Les Argentins nous dament le pion, les Argentins nous bougent en mêlée fermée, les Argentins sont tout aussi en motivation que nous sur le jeu collectif, sur l'appétit de combat, et on est en souffrance. Et là, on va voir que Thibaut Flamand, a priori, un peu un élément surprise dans le paquet d'avant de ce 15 de France, dans la combativité, dans le jeu aérien, et ben, il s'impose et il va devenir quasiment la seule satisfaction de ce match contre l'Argentine. Derrière, on enchaînera le deuxième match contre la Géorgie sur lequel on n'aura pas le temps de trop évoquer parce que franchement... Voilà. Mais juste pour dire qu'après Thibaut Flamand, on l'attend quand même contre les All Blacks et là, on ne le met plus. On ne le met plus parce que Thibaut Flamand, oui, c'est intéressant quand même. Il a de la course, il a de l'aérien. Mais enfin, quand même, contre les All Blacks, on va se retrouver avec Willem C. et Tao Fifinoa. Ça veut dire que malgré tout, quoi qu'on pense, tu vois, le souffle créatif, l'élégance du jeu de mouvement, la foulée, j'allais dire, attestant un beau déplacement. Il avait peut-être un pet physique, non? Ouais, je ne sais pas s'il avait fait. Non, il est remplaçant et de fait, il était protégé pour le match contre la Géorgie. Effectivement, là, il ne joue pas. Et là, il le met remplaçant. Il semblerait qu'il a un petit pet. Ils le font rentrer à 10 minutes de la fin. Mais malgré tout, non, je voulais dire par là que ce n'est pas radicalement une révélation dans le sens où il nous a fait quand même plutôt un bon match contre l'Argentine et que derrière, on a mis quand même plutôt une armée de gros et de lourds pour jouer contre les All Blacks. Et les All Blacks, et notamment la semaine avant ce match, cette déclaration de Raphaël Ibanez, quand on a joué les All Blacks, on change de perception sur le rugby. Quand on bat les All Blacks, notre carrière change. On est un joueur nouveau, on est un autre joueur. Eh bien, les Bleus l'ont fait 40-25. On avait vécu un moment exceptionnel sur Sud Radio et on vous promet, on vous offre la chance de le revivre en manière condensée, bien évidemment, mais quand même 4 minutes de bonheur sur Sud Radio. C'est parti pour ce France-Nouvelle-Zélande de ce magnifique 20 novembre 2021. La réception assurée par les All Blacks et la sortie de balle. On n'est plus qu'à 2 mètres de cet en-but des All Blacks. Pas de faute constatée côté néo-zélandais. On avance, on n'est plus qu'à un petit mètre de cet en-but. All Blacks et l'essai marqué par l'équipe de France. L'essai accordé par Wayne Barnes pour le talonneur probablement Peato Movaca. Nous sommes Antoine Dupont dans un bon tempo pour Gabin Villière. On gagne mètre après mètre. Prise de balle après prise de balle. Le leurre de Vini Antonio. Robert Tabac. L'essai
L'essai énorme. Quel essai fantastique de Romain Tamac. Stade debout, chant populaire, émeute de joie dans le stade et congratulations de l'équipe autour. Pour 17-6 pour l'équipe de France sur Sud Radio face à la Nouvelle-Zélande dans ce stade de France. Touche à et c'est 80 000 supporters. Et le lancer français, effectivement, pour Peato Movaca dans un instant. Applique-toi, applique-toi. Ah oui, il faut s'appliquer parce que celui-là il vaut cher. C'est en début d'alignement pour Cameron Wauquiez. Le groupe est pénétrant enclenché par les Bleus. Vous entendez la clameur de ce stade de France avec Movaca. Voilà, ça avance. Movaca. Le double. Quel essai. La puissance de Peato Movaca, le néo-calédonien qui marque. Là, nous sommes à la 40e minute, donc c'est la mi-temps derrière. C'est la deuxième mêlée. Voilà, c'est que la deuxième mêlée du match. C'est quand même rare, les collègues, dans un match de ce niveau-là, dans un match de rugby, arriver à la fin de la 40e minute, à la fin de la première mi-temps, avec simplement 2 mêlées dans le match. T'as tout dit, un match de ce niveau-là. Ouais, à 1 mètre, même pas de l'embut de l'équipe de France. Il va solliciter le fermé et l'essai. Oh là, c'est une passe hystérique, j'ai l'impression, une passe dans le dos. Et l'essai marqué par les All Blacks, signé Jordi Barrett, 24-11. Et on a cédé pour la première fois du match. Voilà, la défense française souffre, elle se déchire pas, elle ne s'écroule pas, mais elle souffre. Le stade sent bien, le public, ils vont qualifier de supporter tout à l'heure, le public sent quand même que le coq marque le pas, le coq fait le dos rond, les All Blacks sont à 5 mètres de notre ligne, il y a le feu, rappelons. Pardon, c'est Tupaya qui a été intéressant avec Reiko Ioane, avec maintenant Jordi Barrett, le petit coup de pied par-dessus, le coup de pied de recentrage à la course, il va falloir un Dupont exceptionnel. Non, c'est Tamac qui ramène le ballon dans son embut et qui sort de son embut. Il est énorme, Romain Tamac, il vient de faire un geste énorme et le ballon pour Melvin Jaminet jusqu'à la ligne médiane avec Dupont qui rentre dans les 22 mètres presque de ces Néo-Zélandais. On a fait 80 mètres sur cette action incroyable. Le ballon pour Gabin Villière et on sort. On va essayer de proposer du jeu peut-être avec Gaëtan Barlow pour Jean-Baptiste Gros. Tamac, c'était l'essai du monde. Allez Wauquiez, donne-la Wauquiez. Pourquoi il la donne pas? Donne-la. Mais pourquoi il la donne pas? On est au-delà de la sirène. Voilà, c'est fini. Ce coup de pied, c'est pour les 40, mais la victoire elle est pour les Bleus de toute façon. Melvin Jaminet et il la passe. Et l'arbitre siffle 40 à 25. Incroyable, Daniel. L'arbitre siffle la fin du match. Victoire de l'équipe de France. 40 à 25 face à la Nouvelle-Zélande qui s'est fait un peu punir aujourd'hui, il faut le dire. Ouais, sourire aux lèvres, hein, vraiment. On a vécu un moment inouï, et cette victoire, donc 40 à 25 face à la Nouvelle-Zélande. Regardons vers le futur désormais, Julien Thomas. Après ce succès-là, qu'espérer pour les Bleus pour le tournoi des destinations de 2022? Est-ce qu'on peut maintenant légitimement espérer, pourquoi pas, une victoire, un titre enfin? Ah ben là, bien sûr, il faut monter en puissance. Tu vas vers la Coupe du Monde. Je pense que la construction de Fabien et son staff, c'est vraiment de construire. En même temps, il ne faut pas qu'il y ait, bien sûr, des blessés. La Pléiade dans l'ossature qui veut mettre en place, on va dire, l'épine dorsale et les cadres de cette équipe de France qui peuvent décimer peut-être un peu le collectif. Mais je pense que cette équipe de France est en train de trouver le bon chemin, bien sûr, comme on l'a pu voir en 2021. Mais surtout, je ne sais pas si ce sera bénéfique d'avoir un grand chelem ou autre de destination, mais qu'elle soit prête pour 2023. Philippe Spanghero, est-ce qu'on peut avoir comme objectif de remporter ce tournoi 2022? Honnêtement, on doit l'avoir. Aujourd'hui, l'équipe de France, quand on tire le trait de cette année 2021, il est extrêmement positif. On s'est déplacé en Angleterre, on s'est déplacé en Irlande, on a récupéré des points en Irlande, on a failli aller faire le parfait en Angleterre. Daniel l'a dit, Julien aussi, il y a eu des gestions de fin de match gâchées, mais cette équipe, elle est quand même montée en puissance. On peut reparler de l'Argentine et de ce match durant lequel on a été très bousculé, qu'on a su renverser pour le coup en notre faveur en fin de match. Et puis il y a ce match contre les Blacks, cette première mi-temps extrêmement bien maîtrisée, puis cette entame de deuxième période où on perd pied et où personnellement je pensais qu'on allait décrocher. Et puis avec ce caractère, on reprend la main. Donc on a fini sur une note extrêmement encourageante. Et puis on bat les All Blacks avec la manière.
Donc l'équipe de France elle doit viser haut, elle doit marquer les esprits. On est quand même proche, là, comme le disait Julien, de l'échéance de 2023. Donc, on ne peut plus avancer masqué. On a un réservoir, on a un statut. Et donc, on a le meilleur joueur du monde parce qu'on en a parlé, on le prédisait quand même tout au long de la saison, mais c'est officiel. Donc, on coche quand même beaucoup de cases pour endosser le rôle du favori. Et ça va être un élément intéressant parce que bien sûr le staff va jouer son rôle et va s'en défendre, essayer de protéger son équipe dans la communication, mais il faut que ces joueurs et cette équipe s'habituent à endosser le maillot de favori. Le mot de la fin pour Daniel Herro, est-ce que les Bleus doivent maintenant assumer ce statut de favori? Il nous reste 1 minute, Daniel. Ah oui, alors 1 minute, pour moi, vous savez que c'est très cassateur. Mais de fait, c'est Philippe, il a mangé ton temps d'antenne. Pas grave, je le partage volontiers avec le Stade d'Hérault, comme tu l'imagines. Alors, de fait, c'est très, très intéressant la perspective. On peut considérer que l'équipe de France continue à se bâtir, à se construire. Bon, je pense que maintenant, ils sont à maturité, que la construction, elle est parfaitement établie. On a trouvé les Français dans l'année écoulée, même dans les 2 ans écoulés, titulaires de façon constante, de cet enthousiasme, je reprends le mot, de cette générosité défensive, de cette belle agressivité constante, et en même temps d'une forme de liberté, à la fois un peu dans le jeu et surtout dans la tête, qui fait que depuis 2 ans, il y a quelque chose qui se dégage. Maintenant, on a presque battu tout le monde. On a enfin, dans l'été et dans l'automne, joué contre les nations du Sud. On pense évidemment à l'Australie et aux All Blacks, et on a été plus que concurrentiel puisqu'on les a tordus. À la sortie, le tournoi qui se présente, mais il est d'une excitation, je dirais, ou tout au moins d'un gouléant exceptionnel. Rappelons que dans les temps récents, les Irlandais et les Français ont battu les All Blacks il y a si peu de temps. Les Anglais ont battu les Sud-Africains champions du monde cette saison-là. Les Écossais ont tordu les Australiens. Donc on sent que le tournoi, il est haut. En perspective, il est haut. Et c'est heureux de voir que presque toutes les équipes, on mettra évidemment un peu le bémol sur l'Italie, mais presque toutes les équipes sont hautes ou très hautes, et elles pourraient presque postuler à la position de favori. Il semble que la production du 15 de France contre les All Blacks donne quand même l'idée qu'on devrait pouvoir produire un tournoi de grande qualité, comme c'est le dernier tournoi avant la Coupe du Monde 2023. Il est incroyablement excitant et il n'y a pas d'autre hypothèse pour les Français d'y aller à l'âme et le cœur tranquille. Cette touche de panache probablement maintenant installée dans le cœur des hommes et avec un jeu qui nous semble pouvoir se produire à ce niveau-là de la compétition. Les Français, honnêtement, sont non seulement les candidats, mais il n'y a pas d'autre hypothèse que donc palpitant. Donc palpitant, effectivement. Palpitant. Les journées de ce tournoi de destination 2022, France-Italie, France-Irlande, Écosse-France, Pays de Galles-France et enfin France-Angleterre. Et ce sera sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, mes amis Philippe Spanghero, Julien Thomas, Daniel Herro, pour évoquer ce bilan de l'équipe de France dimanche. Bonne fête, messieurs. Bonne fête, bonne fête et joyeux Noël. Et on se retrouve ce dimanche pour la dernière journée de la phase allée de Top 14 dès 16h sur Sud Radio.